Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence 8. Aujourd'hui, je suis avec un réalisateur, Frédéric Golderon, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaissent pas ? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Frédéric Golderon et je suis réalisateur de films documentaires. J'ai fait une dizaine de films, voilà. Et le dernier film que j'ai fait, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, s'appelle Hommage à la Catalogne, et c'est une adaptation du roman du livre de George Orwell qui s'appelle également Hommage à la Catalogne. C'est ça, donc c'est le film éponyme du roman, enfin plutôt du livre de l'auteur George Orwell, très connu d'ailleurs, George Orwell pour entre autres 1984 et Animal Farm. Voilà. Donc Orwell est un peu moins connu pour Hommage à la Catalogne. C'est un livre qui raconte l'engagement de George Orwell dans la Révolution et dans la guerre d'Espagne. George Orwell est arrivé à Barcelone en décembre 1936, donc 6 mois après le déclenchement du processus. Donc il s'est engagé très rapidement. Enfin, il était venu pour écrire quelques articles sur la guerre d'Espagne. Et en voyant ce qui se passait, il a décidé de s'engager dans la milice du POUM. Le POUM, c'était un petit parti marxiste anti-stalinien qui combattait aux côtés des milices anarchistes sur le front d'Aragon. Voilà. Donc Orwell a combattu jusqu'au mois de juin 1937 en Aragon. C'est ça en fait, dans ce livre, en fait, on revoit, enfin en tout cas il y a écrit tout l'aventure qu'a fait George Orwell justement dans cette Catalogne depuis son arrivée, son engagement au POUM et bien sûr toute sa péripétie, tout ce qu'il a fait en tant qu'engagé durant du coup ce voyage qu'il a fait. Et c'est intéressant de montrer et de voir aussi et surtout cette indépendance qu'a réussi à travers, justement là entre autres c'était le parti anarchiste, mais cette liberté qu'avait ramené en fait ce parti dans la région de la Catalogne. C'est très bien documenté, je trouve, et puis surtout vu que George Orwell s'est lui-même engagé, il y a aussi cette vraie impression d'être à l'intérieur même de l'histoire en fait. Tout à fait. C'était le parti pris de ce film, c'est d'être du côté d'Orwell, quoi. Donc Orwell a écrit un livre qui raconte cette expérience. C'est une expérience qui est racontée au passé, même si Orwell a écrit le livre juste après son retour d'Espagne. Donc il a écrit son livre, il a terminé son livre en décembre 1937 et le livre est sorti en avril 1938. Et donc c'est un livre qui est écrit à la première personne, c'est le récit d'une expérience, d'un engagement. Et donc c'est un livre qui est qui fait beaucoup appel à l'image. C'est un livre où il raconte beaucoup. C'est une série de petits tableaux, disons, de documentaires quasiment de ce qu'il a vu et de ce qu'il a vécu. Et c'est donc un livre à la première personne. Et dans son livre, il dit que les mots sont impuissants à rendre le fond de son expérience, que le fond de son expérience c'est associé à des images, à des sons, et donc que les mots ne peuvent pas exprimer complètement. Et ces images qui hantent le livre finalement, je les ai retrouvées dans les images d'archives, en particulier dans les films tournés par les opérateurs anarchistes
donc l'industrie du cinéma et de ce qu'on appelait à l'époque les actualités cinématographiques, donc qui permettaient de faire de l'information. La télévision évidemment n'existait pas, et donc il y a eu énormément. Enfin, les anarchistes filmaient beaucoup et ils filmaient des reportages qui étaient ensuite montrés dans les salles de cinéma en première partie de programme. Et dans ces images, dans ces archives, on retrouve le théâtre assez précis du récit de George Orwell. Donc l'idée du film, c'était d'essayer de regarder avec les yeux d'Orwell, d'imaginer ce que Orwell avait pu voir et vivre durant cette expérience. Oui, voilà. Justement, c'est ça qui est très très intéressant. On le voit dans le film, en fait, c'est que à la fois, et ça revient à deux questions que j'aurais à vous poser, c'est le travail d'archives que vous avez fait pour justement mettre en avant ce que George Orwell aurait pu voir, et en même temps on revient vite fait sur ce qu'Orwell a écrit, c'est qu'on le suit complètement dans son voyage. On le voit à un moment, il parle de Saragosse par exemple, qui est vraiment à l'autre bout de l'Espagne, et à un moment il revient à Barcelone, qui est encore un autre bout. On voit tout le voyage qu'a pu effectuer George Orwell à travers son livre, et que vous, à travers votre film, vous avez pu et vous avez réussi à imager. Donc il y a aussi ce travail de recherche, d'investigation et surtout de patrimoine ainsi que d'archives que vous avez effectué pour réaliser ce film, qui devait déjà être assez dantesque, j'imagine, mais surtout, en fait, c'était aussi cette idée, cette envie d'imager ce qu'a vécu George Orwell et ce qu'il a écrit. Oui, tout à fait. Et c'est-à-dire que il y a j'avais tout ce corpus d'archives filmées, enfin donc de reportages de la scène des anarchistes. Enfin, quand je dis les anarchistes, c'est principalement la CNT, la Confédération nationale du travail, qui était le syndicat anarchiste. En fait, c'était pas exactement anarchiste, c'était anarcho-syndicaliste. C'est-à-dire que les anarcho-syndicalistes, ils voulaient que les syndicats s'emparent de l'économie et finalement organise la société, quoi. Et donc ces images, dans ces images, le récit d'Orwell, il est au passé, à chaque fois, et c'est un récit de l'après, même si c'est juste après. Les images, elles, quelque part, elles restent au présent, les images d'archives. C'est-à-dire que les protagonistes qu'on voit sur ces images, ils ne connaissent pas la suite, ils savent pas que ça va mal se terminer, en gros, quoi. Et donc ils nous regardent, ces protagonistes, ils s'adressent à nous, et finalement, et ils nous regardent et ils restent quelque part présents. Voilà, contrairement au récit qui lui est au passé. Et l'autre différence aussi, c'est que ces images, elles disent « nous ». C'est la première personne du pluriel. C'est la première personne du pluriel parce que ça raconte l'engagement d'un peuple, quoi, et le combat d'un peuple. Et donc ce peuple, il dit « nous ». Donc il y a un dialogue, le film essaie d'installer un dialogue entre ce jeu du narrateur et ce nous des acteurs, quoi, enfin des révolutionnaires espagnols, on pourrait dire. Voilà. Ouais, c'est ça. George Orwell a voulu faire relater une partie de l'histoire, et une histoire majeure de la Catalogne et de l'Espagne. Ça a été un énorme conflit. Et si on rappelle juste les dates, c'était vers 1937-1936, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Orwell arrive en décembre 1936 et il va combattre jusqu'au mois de juin 1937. Et alors il y a un épisode qui est moins connu. Bon, tout le monde connaît la guerre d'Espagne. Beaucoup de gens moins, mais il y en a quand même pas mal de monde qui sait que il y a eu une expérience révolutionnaire inédite, la révolution sociale la plus avancée d'Occident, et c'est même une expérience tout à fait unique, puisque c'était
sorte de socialisme libertaire, quoi, hein, voilà, qui a été mis en place à ce moment-là, et où toutes les décisions étaient prises par les comités des entreprises et de façon extrêmement démocratique, hein. Et donc Orwell nous raconte cette expérience, quoi, voilà. Et évidemment, ce nous qu'on voit sur les images d'archives, ça fonctionne, enfin le film peut fonctionner parce que le jeu du narrateur s'est complètement reconnu dans ce nous, hein. Ce qu'on voit à l'image, c'est l'expérience d'Orwell, ou le prolongement de l'expérience d'Orwell, hein. Si c'est pas sur cette colline-là, c'est la colline d'à côté. Enfin, on a retrouvé avec la monteuse, enfin c'est un gros travail de recherche documentaire bien sûr, mais ensuite avec la monteuse, on s'est efforcé de retrouver le théâtre de ce récit, hein, comme si Orwell finalement avait une petite caméra, quoi, on pourrait dire. C'est ça, c'est tout un travail documentaire que vous avez réussi à réaliser, justement, vraiment montrer la vie qu'aurait pu voir George Orwell plan par plan, que ce soit à travers des images ou des extraits vidéo auxquels vous avez réussi à retrouver, notamment dans les archives. Moi, je reviens aussi sur justement, je vais revenir, c'est un moment, George Orwell parle d'un moment où il est allé à Saragosse et il décrit précisément des murs, entre guillemets, criblés de balles. Alors, chose que vous avez réussi à retrouver dans le documentaire, que vous imagez parfaitement, puisque c'est des archives qu'on voit parfaitement, quoi. Je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que Orwell, là où était Orwell, il y avait également des équipes d'opérateurs anarchistes qui filmaient ce qui se passait, hein, donc qui filmaient les combats, la vie quotidienne, le travail des paysans. Donc on retrouve tout ce théâtre-là, enfin ce lieu du récit, on le retrouve dans ces images. Et je disais tout à l'heure que ces images étaient, d'une certaine façon, elles étaient encore au présent, même si elles datent c'est des images anciennes, bien sûr, qui appartiennent au passé. Mais depuis ce passé, les personnes qu'on voit sur ces images, elles nous regardent, nous, aujourd'hui, hein. Et donc, l'idée, c'était aussi de faire une sorte de dialogue temporel, hein, de fabriquer du temps qui permette au passé de venir jusqu'à nous, hein, voilà. Et quand je dis que ces images sont d'une certaine façon au présent, parce que les protagonistes ne connaissent pas la suite, on pourrait dire qu'elles sont au futur, ces images, dans la mesure où les révolutionnaires espagnols étaient persuadés qu'ils étaient en train de construire un nouveau futur, un autre futur, hein, voilà. Donc finalement, c'est cette espérance, hein, cette volonté de construire un nouveau futur qui vient jusqu'à nous, hein, voilà, par ce chemin un petit peu complexe, voilà. Justement, en fait, c'est aussi évoqué dans le livre de George Orwell, hein, c'est cet esprit aussi très, vous l'avez évoqué tout à l'heure d'ailleurs, qui est très, on va dire, chacun a son mot à dire et on est tous plus ou moins égalitaires. À un moment, George Orwell parle de lui dans l'armée et il cite un sous-officier aurait pu très bien demander à un chef une cigarette ou une clope juste pour lui, parce qu'en fait il n'y avait pas en soi de niveau hiérarchique, et en fait on était plus ou moins dans la même au même étage, et chacun avait à apprendre de l'autre quelque chose. C'est-à-dire que les révolutionnaires espagnols, quand je dis les révolutionnaires, c'est principalement à l'époque, hein, les anarchistes étaient très largement majoritaires dans le mouvement social, enfin dans le mouvement ouvrier, et il y avait 1 500 000 adhérents à la CNT. Hein. Il faut imaginer ça, c'est difficile à penser aujourd'hui, bien sûr. Et quand ensuite il a fallu aller combattre
parce que les fascistes, les franquistes avaient gagné une partie du territoire et donc il fallait arrêter la progression des fascistes. Spontanément, la classe ouvrière, on pourrait dire, à Barcelone, Barcelone c'était vraiment le principal foyer industriel de l'Espagne, et ben les ouvriers ont décidé d'aller se battre, mais au départ ils ne voulaient pas faire une armée classique, une armée bourgeoise avec une hiérarchie, avec des officiers, etc. Ils voulaient se battre de façon politique, d'une façon qui soit conforme à leurs idéaux, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un modèle d'armée qui était extrêmement égalitaire, où ils ont remis en cause, il n'y avait pas de hiérarchie, il y avait évidemment des officiers, mais ces officiers c'était des délégués, ils étaient choisis par les combattants, ils pouvaient être démis si jamais ça se passait mal, et ils ont essayé de prolonger dans leur combat leurs idéaux révolutionnaires. Voilà. Donc, alors ça a marché parce que en Catalogne, les anarchistes dirigeaient la société, mais il y avait d'autres endroits de l'Espagne où c'était pas le cas, où le pouvoir était plutôt aux mains des socialistes ou même de plus en plus des communistes staliniens, puisque c'était une époque terrible. Tout le mouvement ouvrier était, sauf dans cette zone de Catalogne et d'Aragon, le mouvement ouvrier était largement contrôlé par Staline, qui avait instauré une dictature de fer en URSS. Et donc, Orwell, il s'engage pas directement avec les anarchistes, il s'engage dans un petit parti qui s'appelle le POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qui était un parti marxiste dissident, anti-stalinien, donc qu'on a souvent assimilé aux trotskistes. En fait, c'était un peu plus compliqué que ça, mais enfin bon, c'est des choses qui ont moins d'importance aujourd'hui. Mais enfin, c'était, disons, des communistes dissidents, anti-staliniens, et qui étaient persécutés par Staline. Il faut bien penser qu'en 1936, c'était aussi l'époque des grands procès de Moscou, et où Staline avait fait publier toute la vieille garde qui avait fait la révolution, la vieille garde bolchevique, et évidemment les trotskistes qui étaient considérés comme des fascistes. Et ce qui fait qu'Orwell s'est engagé dans la milice du POUM et que la milice du POUM a fini par être interdite, le POUM a fini par être interdit et considéré comme la cinquième colonne, comme un groupe qui opérait pour le compte de Franco, ce qui fait qu'on s'est mis à arrêter, même à fusiller des combattants du POUM, alors ils revenaient à peine du front où ils avaient combattu, évidemment, où ils combattaient les fascistes, où ils mouraient contre les fascistes. D'ailleurs, Orwell lui-même a pris une balle dans la gorge et a failli mourir. Et Orwell, alors ça c'est un épisode qui est moins connu encore, c'est l'épisode de ce qu'on a appelé les journées de mai 1937. En fait Orwell, donc en gros il arrive à Barcelone, il reste une quinzaine de jours à Barcelone, il est émerveillé parce qu'il voit la révolution partout, et il décide que finalement, il voulait écrire quelques articles pour les journaux, il décide que ça vaut le coup de sa vie pour défendre ce qu'il a vu, donc il s'engage dans cette milice du POUM, il combat jusqu'à la fin avril 1937, fin avril il a une permission, il rentre à Barcelone et il s'aperçoit qu'en fait la situation sociale a complètement changé à Barcelone et que les staliniens, donc les communistes de l'époque, se sont emparés notamment de l'appareil de répression et ont commencé à déclarer la guerre aux anarchistes. Donc il va y avoir une semaine d'affrontements extrêmement violents qui va faire 400 morts. Et Orwell se trouve embarqué là-dedans, donc dans une espèce de guerre civile dans la guerre civile. Et
Ensuite, il retourne, c'est la fin de sa permission, donc de la semaine de permission. Orwell retourne au front, et là, quelques jours plus tard, il prend une balle dans la gorge, voilà, et il rentre enfin, il est soigné, il rentre à Barcelone, il retrouve sa femme à Barcelone, et il découvre que tous les gens du POUM sont recherchés, que lui-même est recherché, et donc il n'a pas d'autre solution que de fuir l'Espagne. Voilà. C'est ça, c'est très intéressant justement cette partie-là. C'est déjà vous l'avez évoqué, c'est que le POUM en fait était vu comme un contre-pouvoir stalinien en fait, et était vu par les staliniens comme un véritable danger à la fois politique et social. Oui, tout à fait. Mais en fait, le POUM était, dans la pratique, le POUM était aligné sur les positions des anarchistes. Sur les positions des anarchistes, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais enfin, qui était aligné sur les courants révolutionnaires ouvriers, quoi. Voilà. C'est ça. Et vous l'avez évoqué, du coup aussi, c'est George Orwell qui se prend une balle à la gorge, et il le dit lui-même, ça s'est passé apparemment à 1 millimètre de sa trachée. Oui, et donc en fait il a failli y passer à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. Une autre anecdote justement, c'est vous l'avez évoqué aussi, c'est que après que les staliniens ont pris le contrôle de Barcelone et ont recherché énormément d'acteurs et de personnes qui étaient personnalités dans le POUM, du coup George Orwell a voulu rentrer dans son pays qui était l'Angleterre. Mais c'est un truc qui m'avait pas mal interpellé dans votre film, c'est qu'à un moment il parle et il recherche des personnes qui parlent français. Ma question c'était, est-ce que George Orwell savait parler français? J'avoue que sur ça j'ai pas trop d'infos. Oui, Orwell il parlait français. Ok. Il parlait pas espagnol, il parlait encore moins catalan, mais il parlait français. Ouais. Et c'est ça. Donc, il y avait effectivement beaucoup de Français qui étaient engagés dans la guerre d'Espagne, que ce soit au niveau des milices. Les milices avaient des groupes internationaux, et puis ou alors dans les brigades internationales, qui elles étaient plutôt contrôlées par les communistes, pas par les staliniens. Et c'est après dans cette guerre civile, c'est dans cette guerre civile que vous avez justement dit que George Orwell a voulu rentrer, plutôt rapidement, on comprend pourquoi, en Angleterre. Il y est arrivé, c'est ainsi qu'il a réussi à sortir son livre documentaire, on peut dire un livre documentaire justement sur le POUM en Espagne et comment lui il l'a vécu. Le POUM en Espagne, enfin sur son expérience. Son expérience, oui, bien sûr. Orwell, il n'écrivait que à cette époque-là en tout cas, il n'écrivait que sur ce qu'il avait vu. C'est vraiment. Donc Orwell, il prétend pas dire ce qui se passe ailleurs. Mais par contre, il essaye de faire un récit extrêmement fidèle et il a une exigence de vérité très forte, mais une exigence par rapport à c'est sa vérité à lui, c'est ce qu'il a vu lui. Il prétend pas dire ce qui s'est passé ailleurs. Oui, c'est ça. C'est son point de vue qu'il a bien sûr documenté, mais que vous. Et puis autre chose aussi, il s'engage dans la milice du POUM. Mais c'est un peu par hasard, quoi. Il veut s'engager avec les révolutionnaires qui vont se battre pour défendre les conquêtes révolutionnaires. Et donc, il se trouve que les contacts qu'il a l'amènent vers le POUM, mais les contacts surtout qu'il a en Angleterre, mais il aurait pu aussi s'engager chez les anarchistes, il le dit lui-même d'ailleurs. C'est vrai, mais il raconte aussi, entre autres on le voit dans le film, qu'il était impressionné par ce qu'il a vu une fois arrivé dans les premiers instants à Barcelone. Il était impressionné de voir comment c'était bien vu, qu'il y avait énormément de joie dans ce qui s'est passé, dans ce qu'ils appelaient une libération. Et lui-même a été impressionné du coup par les systèmes aussi que vous avez évoqués tout à l'heure, où chaque représentant, chaque commerce avait aussi son mot à dire sur le développement de la ville et de la vie en société. Et c'était très intéressant aussi. Et ça, il a beaucoup évoqué que ça l'avait impressionné et que c'est pour ça qu'il s'y a beaucoup plus intéressé aussi derrière. Oui, parce que
Orwell, c'est pas comment dire, c'est pas un militant. Hein. Au départ, c'est un observateur, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, il découvre un pays où la classe ouvrière a pris le pouvoir, quoi. C'est ça. Et ça le bluffe, parce que c'est un Anglais, lui-même, c'est un Anglais qui vient plutôt de la bourgeoisie. Hein, il a fait Eton, il a fait des public schools, il a été officier dans la police coloniale en Birmanie, il est en guerre avec sa propre classe, quoi. Hein, il veut en finir avec la bourgeoisie, quoi. Voilà. Et donc, évidemment, ce qui se passe en Espagne l'émerveille d'une certaine façon. Hein. C'est une expérience incroyable. Voilà. Et en plus, c'est une révolution, mais c'est pas une révolution, c'est une révolution libertaire. C'est-à-dire que c'est pas un parti qui impose sa dictature au nom de l'idéologie. C'est vraiment les ouvriers eux-mêmes qui prennent le pouvoir dans leurs entreprises et ensuite qui font des comités d'entreprises, de quartiers, qui décident de la vie, de l'organisation de la vie sociale, quoi. C'est ça, et c'est en fait c'est ça qui l'avait vraiment impressionné. Et c'est vraiment dans le tout début du film, mais du coup j'imagine que ça doit être aussi dans le début de son livre. Il raconte justement, c'est vraiment comme vous l'avez dit au début, il prend pas parti, mais il est là pour observer. Et c'est vraiment ce qu'il a fait au début du livre, cette observation qu'il a fait de cette anarchie qui a pris le pouvoir justement sur la Catalogne, qui fait un retour de ce que lui il a observé, de ce qu'il a vécu. Et ça l'avait vraiment impressionné. C'est ce qu'on ressent vraiment dès le début de votre film. C'est cet émerveillement à voir ce nouveau système où, comme vous l'avez dit, entre autres, là, c'était la classe des travailleurs qui avait repris le dessus. Oui, tout à fait. Et puis surtout, c'était un modèle de socialisme qui n'était pas autoritaire, quoi, hein, qui était vraiment démocratique, on pourrait dire. Voilà. Alors, bon, il ne faut pas non plus magnifier les choses. D'ailleurs, Orwell n'est jamais dans le... Enfin, il montre les lumières, enfin, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il aime, mais il dit aussi tout ce qui lui pose problème. Hein. Et il ne faut pas oublier que c'est évidemment pas la société parfaite, hein, d'autant plus que c'était une société qui était en guerre. Donc l'économie, même si c'était pas une économie capitaliste, mais c'était quand même une économie de guerre. Hein, très vite, il n'y avait plus grand-chose à manger. Enfin, c'était très compliqué quand même. Hein, c'était cette construction d'une société nouvelle, quoi. Hein, et Orwell, remarque que la place des femmes a régressé par rapport au début de la Révolution, que voilà, il cache pas ce qui lui pose problème, quoi. Hein. Non, c'est vrai, il le dit lui-même d'ailleurs dans son film que certains aspects, effectivement, comme vous l'avez dit, lui posent problème. En même temps, j'allais dire, pour l'auteur de 1984, c'est j'imagine un peu normal d'avoir un recul sur un parti ou un mouvement, bien sûr, hein, et de prendre du recul dessus. C'est tout lui, hein, on imagine bien. Mais, bien sûr. Mais du coup, je reviens juste sur votre film, la réalisation de votre film. Donc, ça a été de prendre du coup son livre Hommage à la Catalogne. Ma question, c'est est-ce que le lecteur, d'ailleurs, qui est, j'ai oublié son prénom, je vais l'avoir tout de suite, lu par Denis. Bruno. Non, c'est Bruno Podalides. Bruno, pardon. C'est le frère de Denis. D'accord. Tout le monde le confond. Ah, ok. C'est pour ça que j'ai la mauvaise information. Bruno. D'accord. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez pris le livre tel quel ou vous avez dit on prend des passages marquants, importants ou qui seraient plus impactants à illustrer? Oui, bien sûr, le livre est beaucoup plus gros que ce que j'ai pris. Hein. J'ai pris 10% en gros du contenu du livre. Hein. C'était, il fallait que je fasse un choix un choix de texte, bien sûr, un choix dans le récit. Hein.
Oui, c'est ça. Nous, vous avez fait un choix. Maintenant, mon autre question, c'est comment vous avez effectué la recherche pour les archives. Déjà, est-ce que vous étiez seul? Est-ce que vous étiez accompagné? Vous étiez avec qui? Et vous êtes allé chercher les archives où et comment? En fait, les archives de la CNT ont été apportées en coproduction par une association qui distribue les films de la CNT en France, qui s'appelle le REDIC, et voilà, qui nous ont passé les archives, quoi, ce qui a permis de faire le film, évidemment, hein, puisque c'est un film qui a été fait avec un budget très modeste. Oui, mais on voit quand même que, certes, peut-être modeste, mais en soi, on voit qu'il est très impactant, entre bien sûr ce que l'auteur a voulu sortir, donc George Orwell, et vous, ce que vous avez réussi à illustrer, c'est très très fidèle, en tout cas, ça je le remarque beaucoup. Ouais, c'est le projet du film, hein, c'est ça, c'était d'être le plus fidèle possible au texte, c'est vraiment un film documentaire, quoi. Hein. L'idée, c'est que de retrouver dans cette matière documentaire la force du récit, quoi. Hein, d'utiliser l'image comme une trace du passage d'Orwell, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et du coup, j'avais une autre question, c'est pour le montage. Qui est-ce qui était au montage pour ce documentaire, enfin? C'est une chef monteuse qui s'appelle Aurélie Ricard, voilà, qui est une très bonne monteuse. Voilà, donc c'est un travail, évidemment, un travail comme ça, c'est un travail à la fois individuel et collectif. Hein. J'ai fait une très grosse recherche d'archives. Je connaissais déjà relativement bien les images, ce corpus d'archives de la CNT. On a complété ce corpus d'archives par des images d'agence, parce qu'il y avait on n'en avait pas besoin de beaucoup, mais un petit peu quand même. Et puis, sinon, il y a beaucoup de... Bon, il y a la chef Aurélie, la monteuse, Aurélie Ricard, qui a fait un travail formidable, bien sûr. Et puis aussi, il y a eu un très gros travail sur le son, hein, de montage son, avec Emmanuel Selan, qui a recherché dans ces images des sons d'époque qu'on a utilisés également comme des archives. Et puis il y a la musique. Hein, il y a la musique qui était très présente dans le film. Et la musique, dans mon esprit, c'est une couche narrative de plus. Et c'est-à-dire que la musique a été... il y a un ami qui s'appelle Jean Rochard, qui a un label musical qui s'appelle Nato, qui est bien connu par les amateurs de jazz et de free jazz, et Jean qui est plutôt libertaire aussi. Et donc, quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien qu'on fasse la musique. Et voilà, donc il a proposé, on a fait la musique d'une façon un peu singulière, c'est-à-dire que la musique, elle n'a pas été faite après le montage, elle a été faite avant le montage, et elle a été... En fait, on a demandé, Jean Rochard a coordonné tout ça, et il a demandé à 4 musiciens, des musiciens de jazz très, très connus dans le milieu du jazz, donc un pianiste anglais qui s'appelle Tony Almas, une clarinettiste française qui s'appelle Catherine Delaunay, un guitariste qui s'appelle Bruno Ducret et un contrebassiste qui s'appelle Guillaume Figueron. Donc de composer, chacun a composé 3 ou 4 morceaux pour le film. Voilà. Et donc au début du montage, on disposait de cette musique. Et donc on a pu jouer la musique comme un élément narratif à part entière. Hein. Donc on a les images d'archives, on a le récit d'Orwell dit par Bruno Podalides, et on a encore une autre couche qui est cette couche des sons, des petits sons d'époque, des sons documentaires qu'on a réussi à retrouver, et on a la musique. Hein, la musique qui est une couche plus narrative, plus contemporaine, on pourrait dire, hein, qui est une manière de regarder cette histoire du point de vue d'aujourd'hui, on pourrait dire. Voilà. Et j'avais une autre question concernant du coup votre film. C'est à quel moment vous avez eu l'idée de faire un documentaire sur le livre de George Orwell et du coup de le documenter, de l'archiver, enfin
d'aller chercher justement dans les archives des Bah, images. c'est une histoire longue. Hein. Moi, j'avais découvert ces images d'archives en 1977, hein, quand j'étais jeune, et j'étais à Barcelone. Il y avait ce qu'on appelait les Journées libertaires internationales. C'était juste après la mort de Franco, 2 ans après la mort de Franco. Et en juillet 1977, donc à l'anniversaire du 19 juillet, hein, qui était la résistance et l'échec du soulèvement fasciste à Barcelone. Et j'avais découvert ces images qui étaient projetées durant ces rencontres, qui étaient projetées en support film, hein, parce que c'est des images qui ont été tournées en 35 et en 16 mm. Et donc, j'étais déjà un lecteur fervent d'Hommage à la Catalogne. Et donc, ce rapprochement entre le texte et l'image, il s'est fait, on pourrait dire, déjà un peu en 1977, à une époque où je ne pensais pas du tout faire du cinéma documentaire. Et bien plus tard, quand j'ai eu la possibilité c'est une idée qui m'a travaillé, qui m'a toujours un peu accompagné, quoi. Et quand j'ai eu la possibilité de monter, quand j'ai trouvé un producteur pour Richard Coppens au film d'ici pour produire le film, voilà, tout ce qui s'était déjà accumulé, c'est organisé, quoi, on pourrait dire. Merci pour cette interview, merci pour cet entretien. Ok, merci. Merci Frédéric. Je tiens juste à rappeler que du coup c'est votre film que vous avez réalisé, Hommage à la Catalogne, qui est un travail, d'ailleurs je vous le dis, un travail dantesque du coup j'imagine, de recherche envers du coup toutes les images d'archives, et votre film est vraiment important pour l'histoire de la Catalogne, parce que je veux dire, si George Orwell, je pense, aurait adoré lui de le voir en film, ses écrits. Donc, félicitations pour cette réalisation qui est importante pour l'histoire, plus Catalogne espagnole, mais pour l'histoire quand même. Non, mais je pense aussi que c'est un film qui a, merci en tout cas pour votre avis, mais c'est un film qui a aussi des échos dans le présent, bien sûr. Hein. On voit bien que le fascisme est à nos portes. En France et ailleurs, la guerre est pas très loin non plus, et il y a aussi quelque chose de très contemporain dans le récit d'Orwell, c'est toute cette réflexion autour de la post-vérité et tout ça, enfin des choses qu'on retrouvera beaucoup plus développées dans 1984, mais c'est en Espagne que Orwell a fait l'expérience de cette ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité, quoi. C'est-à-dire que l'idée que 2 et 2 ne font pas 4. Voilà, donc Orwell a été confronté à ça en Espagne, et notamment à travers la propagande des Staliniens contre la Révolution, qui racontait absolument n'importe quoi, qui racontait que les combattants du POUM étaient des combattants fascistes, et en réalité, enfin, des choses absolument monstrueuses. Et ce double discours, Orwell l'a découvert là. Là, et dans la propagande en général d'ailleurs, pas seulement dans la propagande stalinienne, mais il a pris en horreur. Orwell était vraiment un socialiste démocratique, fervent, mais il avait en horreur le système politique, les machines politiques, et les appareils de propagande. Voilà. Donc c'est un film qui nous parle aussi du présent. Voilà. Eh bien, merci Frédéric pour cette interview. Merci d'avoir accepté aussi ce petit entretien. Merci Arnaud, à toi, et puis à vous, et puis surtout j'espère en parler avec les spectateurs samedi. Samedi 21 février à 18h au cinéma Arvor, 11 rue Châtillon-Rennes. Ce sera aussi à la gare de métro. Il y aura la projection de votre film, c'est ça, Hommage à la Catalogne, oui, avec vous qui serez présents, suivi d'un débat. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Soyez présents, soyez nombreux, et venez du coup le 21 février, ce samedi.
Merci Frédéric. Merci Arnaud. À bientôt. À bientôt. Ciao. Association, Personnalité. sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fac Ensuite.